Il s'agit de l'atelier sur l'identité professionnelle comme levier pour soutenir l'attractivité et prévenir l'attrition en services éducatifs à la petite enfance. Donc, je vais juste vous faire une petite mise en contexte pour cet atelier-là et ensuite, je pourrai introduire la première et la seconde participante. Donc, d'abord, simplement pour vous dire que lorsque l'an dernier, on a été invité en tant qu'équipe de recherche à faire un mémoire au ministère de la Famille, dans le cadre des travaux de réflexion du ministère de la Famille en juin dernier, on a fait une recension des écrits sur les facteurs qui favorisent l'attractivité et la rétention du personnel éducatif. On a fait une recension d'écrits exhaustive parce qu'on avait peu de temps, mais une rapide recension des écrits, des études les plus récentes autour de ça. Et ce qui a ressorti le plus dans la recension qui nous a intéressés, c'est que l'un des moyens qui était davantage associé à la rétention et à l'attractivité, c'était l'identité professionnelle. En fait, ça revenait beaucoup dans les moyens pour favoriser l'attractivité et la rétention. On disait souvent favoriser une forte identité professionnelle ou avoir une bonne identité professionnelle ou que l'identité professionnelle soit... Là, il y avait des qualificatifs et on se disait toujours, oui, mais qu'est-ce que c'est l'identité professionnelle? Que veut dire ce concept? Quel est-il? Alors, la première partie de la présentation va répondre à cette question-là, c'est-à-dire que Nancy va présenter des définitions et des modèles qui expriment un peu ce qu'est l'identité professionnelle et pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser en petite enfance. Et par la suite, on a eu aussi des réflexions en cours de route autour de l'identité professionnelle. En lisant sur certains textes d'identité professionnelle, on s'est rendu compte que ça ne faisait pas toujours consensus, puis qu'il y avait un certain monde critique autour de cette façon-là de concevoir l'identité professionnelle. Et que dans ce contexte-là, l'éthique du care, pouvait nous apporter une analyse critique de l'identité professionnelle pour mieux comprendre de quoi il s'agissait, puis élargir la réflexion puis les discussions autour de l'identité professionnelle. Donc ça, c'est ce qu'Annie-Claude Fournier va aborder par la suite. Alors, je vous présente les deux intervenantes de cet après-midi pour la prochaine heure. Alors, Nancy Proulx est doctorante en éducation à l'UQAM, sous ma direction et celle de Lise Lemay. Elle est membre de l'équipe de coordination de l'équipe qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. Ses intérêts de recherche portent sur la qualité éducative offerte aux enfants en contexte éducatif à la petite enfance, les approches pédagogiques émergentes, les besoins des enfants de 0-3 ans. Et ses expériences de recherche l'ont amené à travailler notamment sur des projets qui abordent la réalité des enfants de 4 ans dans différents contextes éducatifs, ainsi que la qualité des services de garde en milieu scolaire. Je vais présenter tout de suite Annie-Claude, même si elle ne parle pas tout de suite. Donc, Annie-Claude Fournier est actuellement conseillère en pédagogie à la QCPE et a été éducatrice à l'enfance. Elle poursuit son cheminement à la maîtrise sous la direction de Nathalie Bigras et Joanne Leraire et elle participe également au projet de recherche La grande histoire des services de garde éducatifs publics du Québec, récits professionnels d'éducatrices, éducateurs et éducateurs qui ont bâti ce réseau. Donc, un projet en cours dont on viendra vous parler l'année prochaine. Comme Nathalie l'a annoncé, je vais donc présenter la première partie qui porte vraiment sur la recension des écrits avant qu'Annie-Claude poursuive en abordant l'approche théorique du care. Puis au terme de ces deux parties-là, on va pouvoir réfléchir un peu ensemble aux enjeux qui sont liés à ces notions. Avant de débuter, voyons d'abord pourquoi on devrait s'intéresser à l'identité professionnelle en éducation à la petite enfance. Donc, l'identité professionnelle constituerait un moyen qui permettrait d'accroître l'attractivité et aussi la rétention du personnel éducateur dans le réseau de la petite enfance. De plus, l'identité professionnelle serait étroitement liée au concept de qualité. Ici, on fait référence, dans le fond, à l'environnement éducatif de qualité, à l'organisation temporelle, mais aussi aux pratiques éducatives qui sont favorables aux enfants. Toujours dans le pourquoi s'intéresser à l'identité professionnelle, il y a une étude qui a révélé que le rôle de la formation initiale ainsi que la culture et la direction dans le milieu de travail auraient une forte influence sur les différents types d'identité professionnelle. Donc, dans le cadre de cette même étude, il est ressorti qu'il y a des étudiants qui considéraient que leur préparation pour
faire face, en fait, à la nature complexe et exigeante du travail au quotidien, c'est-à-dire, n'était pas suffisante. D'où l'importance de former des praticiens réflexifs plutôt que des techniciens. Donc, le fait d'être un praticien réflexif, ça viendrait encourager justement l'esprit critique, la réflexion, puis la remise en question des discours dominants. Ça vient s'aligner sur la conception de Moss, en fait, sur l'idée que le praticien est un chercheur. Donc, il y a une autre recherche, celle d'Osgood, qui porte sur le professionnalisme des praticiens de la petite enfance, qui a révélé qu'un fort engagement envers une éthique de soins par le biais d'un travail émotionnel faisait en sorte, en fait, que Moyle, en fait, considère que cette passion motrice, ce travail émotionnel-là, avec le rôle de l'éducateur, fait partie de la nature du professionnel des jeunes enfants. Donc, ça exige des sentiments forts pour protéger et soutenir les jeunes enfants, ce qui fait ressortir la place essentielle de la passion puis de l'émotion dans le professionnalisme de la petite enfance. Donc, l'idée aussi derrière tout ça, c'est que avec le pratique réflexif, on cherche aussi à ce qui est toujours continuellement une compréhension plus profonde puis des nouvelles connaissances qui va être favorable au développement du moi professionnel et qui va amener aussi sur le terrain un personnel éducateur engagé et plus motivé. Donc, selon l'état actuel des connaissances, favoriser l'identité professionnelle, ça permettrait de venir, comme on l'a dit plus tôt, d'accroître l'attractivité et la rétention du personnel dans les milieux. Toutefois, s'il s'agit d'un moyen qui se veut positif, mais il faut tout d'abord vraiment bien situer ce que c'est l'identité professionnelle. C'est pourquoi, dans un premier temps, je vais vous présenter les principales définitions, certains modèles théoriques, puis au terme de tout ça, de venir en fait discuter de ce qui influence la construction de l'identité professionnelle. Donc, débutons du côté des définitions. En termes généraux, l'identité professionnelle a été définie comme la conception que les individus ont d'eux-mêmes en tant que professionnels, en termes, par exemple, de signification, de valeur, de croyance, de projection, d'attitude et de pratique, en les reliant de manière dynamique à leur contexte de travail. L'identité professionnelle, c'est aussi un processus de construction qui évolue dans le temps. Puis, ce processus-là comprend deux dimensions, c'est-à-dire l'identité personnelle puis l'identité sociale qui s'accompagne des discours externes. Donc, dans un premier temps, l'identité personnelle et la perception de soi reposent sur la compréhension qu'un individu a de lui-même. Elle concerne aussi sa propre identité, c'est-à-dire l'éducation que cet individu-là a reçue, les expériences qu'il a vécues. Ça repose aussi sur les choix qu'il a pu faire, ses habitudes, les différentes rencontres. Puis, dans un troisième temps, vient la perception de soi qui rejoint aussi la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est basée sur les expériences, puis le contexte professionnel, ce qui signifie que l'identité professionnelle, elle est aussi basée sur la perception de soi, mais au sein des groupes sociaux parmi lesquels l'individu prend place, donc la façon qu'il a de se percevoir, lui, par rapport aux autres. La deuxième dimension, c'est celle qui compose en fait l'identité professionnelle, c'est celle de l'identité sociale puis des discours externes. Donc, cette dimension-là réfère également à la façon dont le personnel éducateur s'est défini, mais cette fois-ci, c'est au regard des perceptions puis des attentes des autres, principalement les parents et la direction. Puis ça fait sens avec ce qu'on a discuté aussi ce matin, ce qu'on a entendu dans diverses présentations. L'identité professionnelle, elle est donc médiatisée par les contextes sociaux, dont le lieu de travail et ses attentes. Il s'agit donc d'un travail identitaire qui concerne la compréhension des rôles professionnels, tout comme la construction des relations avec d'autres professionnels, mais aussi la façon de venir conceptualiser les connaissances et les compétences professionnelles, de même que le changement de la compréhension de qui ils sont au travail, de qui sont ces éducatrices-là au travail. Autrement dit, la formation de l'identité s'effectue dans un lieu où la personne elle peut faire vraiment l'expérience de la connaissance en tant que forme de compétence sociale. Ensuite vient le soi professionnel, donc qui se développe aussi, mais à travers des tensions avec des structures sociétales. Donc, on peut faire référence ici à la notion selon laquelle s'occuper des enfants, c'est perçu comme une espèce d'instinct maternel, c'est-à-dire que, dans le fond, les femmes s'occupent des enfants de la façon qu'elles comprennent puis qu'elles agissent à partir de leur expérience, quelque chose de très naturel.
Rappelons, je ne pense pas que ce soit une grande révélation, mais que la profession d'éducatrice compte parmi les professions à dominante féminine, où on retrouve un discours sur le maternalisme, puis c'est des discours sur la prise en charge et le maternalisme, de là qu'émerge le discours de l'amour professionnel. Donc, en termes de discours externe, Moss vient critiquer le discours du maternalisme qui décrit justement la construction de l'éducatrice à la petite enfance comme une mère de substitution. Donc, dans ce cas-là, le travail dans le domaine de la garde d'enfants est envisagé dans le cadre de paradigme de la garde où le travail domestique, où les femmes peuvent venir veiller sur les enfants, jouer le rôle d'une bonne enseignante. Donc, la façon dont la maternité ou les qualités féminines en général peuvent contribuer à la formation d'une profession serait un aspect important à venir examiner. Donc, en fin de compte, les discours qui sont entendus en formation initiale et continue, en milieu de stage, puis ou en faisant des remplacements, viennent teinter les pensées, puis les actions, puis aussi les propos des éducatrices. Cependant, ces discours-là peuvent s'avérer contradictoires, puis amener à réaliser qu'il existe différentes approches puis différentes pratiques qui peuvent coexister en tension. En somme, l'identité professionnelle, elle se trouve à être centrale à la profession puisqu'elle viendrait fournir un cadre aux professionnels de la petite enfance pour construire leurs propres idées sur le comment être, sur le comment agir, puis aussi comment comprendre leur travail, mais d'autant plus qu'on ajoute à ça la façon, la place qu'eux occupent dans la société par rapport à ce travail-là. Donc, les différents éléments de définition qui vous ont été présentés vont venir prendre place maintenant à l'intérieur de différents modèles théoriques, voire même sous forme de métaphores. Donc, un premier modèle, puis ça va être très synthèse si on veut, il s'agit du modèle dynamique et interactif de construction de l'identité professionnelle de Goyer qui présente deux dimensions, c'est-à-dire les représentations du soi, puis celle du rapport, dans le fond, des éducatrices, de son rapport aux éducatrices puis à la profession. Donc, c'est au croisement de ces deux dimensions-là que se développe l'identité professionnelle. Donc, d'une part, on a la représentation du soi qui se compose des connaissances, des croyances, des valeurs, etc. Puis, de l'autre côté, on a la représentation de son rapport aux éducatrices puis à la profession d'éducatrice, c'est-à-dire le rapport que l'individu a au regard de son travail comme professionnel de l'éducation à la petite enfance, de ses responsabilités, mais aussi au regard des enfants, de ses collègues puis les différents autres acteurs qui peuvent être impliqués. Donc, ici, on a un modèle en deux dimensions. Tandis que, selon Dubar, l'identité se construirait plutôt non pas sous deux dimensions, mais bien trois dimensions, c'est-à-dire le moi, le nous et les autres qui sont représentés dans ce schéma-là. Donc, tout d'abord, le moi. Le moi, c'est ce qui vient nous différencier des autres en termes d'éducation, d'expérience, puis les choix que nous prenons. Par exemple, rappelons, c'est ça. Donc, rappelons que ce n'est pas une caractéristique qui est intrinsèque, mais plutôt qui se construit et qui évolue avec le temps. Ensuite vient le nous, en bas à gauche. Donc, le nous, c'est l'image que les autres nous renvoient. Donc, c'est une perception subjective des relations interpersonnelles, puis c'est aussi le sentiment d'appartenance au groupe. Donc, le nous, ça réfère à notre besoin d'être reconnu par le groupe, mais c'est aussi avec, en ce qui a trait à la conformité envers les normes collectives, donc le fameux nous. Vient ensuite la troisième dimension qui réfère aux autres ou à autrui, donc c'est l'image que nous souhaitons projeter. Il est donc question de la recherche de reconnaissance par la société, par les autres, mais aussi par soi-même, c'est-à-dire son sentiment d'utilité, mais aussi au fait de se sentir légitime au regard de la profession qu'on exerce. Vient ensuite, ça je l'aime beaucoup, le modèle, on a vu le modèle dynamique puis interactif de Goyer sur l'identité professionnelle. Lui, il prend appui sur des connaissances, des valeurs, puis aussi sur des émotions puis des expériences de vie personnelle, dont on ajouterait à ça son propre vécu d'enfant, les différents emplois qui ont été occupés, son rôle de parent, voire même l'influence de la famille. C'est à ce moment-là que la métaphore de l'âme, ce que je vous présente présentement, devient intéressante. Donc, ce qu'on vous présente, c'est vraiment une adaptation de la métaphore de l'âme qui est issue d'une étude qui a été réalisée en Australie. Donc, vous savez que les métaphores sont utilisées pour représenter des idées.
Ici, on voit l'arbre qui a des branches qui s'étendent à partir du tronc, il y a des ramifications, des branches qui se raffinent, puis au bout, il y a du feuillage. Tout cet arbre-là est soutenu par un vaste système de racines invisibles qui est dans le sol, qu'on ne voit pas. Mais c'est ce système de racines-là qui vient fertiliser puis irriguer la partie que nous, on peut voir. Donc, les branches de l'arbre viennent ici représenter les aspects du professionnalisme. Puis, on ne voit pas, comme mentionné, la partie, en fait, on voit juste la partie qui est à l'extérieur de la terre. Mais il y a d'autres forces qui sont en jeu à l'intérieur de tout ça, mais c'est cette partie-là qu'on ne voit pas. Puis parfois même, elles peuvent ne même pas être conscientes. Donc, le professionnalisme implique la prise de risque, l'incertitude et l'inconnu. Puis ici, l'inconnu, c'est ce qui se trouve en dessous de la terre, puis c'est cette source, cette base d'inconnu-là qui vient maintenir l'arbre en place. En résumé, les modèles qui vous ont été présentés viennent illustrer l'importance des dimensions personnelles et sociales qui permettent de construire l'identité professionnelle. Là, maintenant, on va voir ensemble une adaptation du cadre d'analyse de Tucker qui permet, quant à lui, de venir identifier une série de facteurs qui sont associés à la construction, en fait, de l'identité professionnelle. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce modèle-là, l'identité professionnelle s'articule autour de différentes trajectoires, soit des trajectoires historiques, sociales, économiques et politiques. Puis, au centre de ça se retrouve l'investissement dans la formation, le développement, puis les mécanismes de soutien. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que le fameux modèle de Tucker s'intéresse davantage à des éléments extérieurs, dont les discours et la formation qui viennent générer des tensions, plutôt qu'au propre vécu de l'individu, comme on a pu le voir dans les modèles précédents. C'est pour ça que je le place à l'extérieur. Donc, la préparation des professionnels en petite enfance pour les préparer au temps nouveau, si on peut dire ça comme ça, exige la prise en compte des connaissances, des compétences, des valeurs, des attitudes qui sont requis pour être des bons éducateurs qui vont venir faire une différence dans la vie, c'est-à-dire des enfants. Ensuite, il y a les perceptions sociétales et parentales sur la nature du travail. On peut faire référence aussi à toutes les conditions de travail plus ou moins bonnes, en fait, qu'on retrouve, que, par exemple, la diversité de la main-d'œuvre, l'absence d'obligation de formation, le manque de professionnalisme, les bas salaires. Ça, ce sont des facteurs qui viennent miner l'identité professionnelle des éducatrices. On peut aussi faire référence aux discours maternalistes et romantiques qui ont une certaine influence ici à ce moment-là. Donc, on peut regarder aussi souvent en termes de perception, c'est que souvent les services éducatifs à la petite enfance sont perçus comme des lieux où les enfants jouent toute la journée, ce qui fait en sorte que le personnel éducateur ne va pas nécessairement bénéficier du même respect que les enseignantes qui travaillent avec des enfants à d'autres niveaux. Donc, ça vient refléter les opinions d'autres chercheurs, en fait, qui s'appuient sur le fait qu'il y a des mauvaises conditions de travail, mais également sur les perceptions que les gens ont développées d'eux-mêmes par rapport à leurs propres valeurs sur le plan au niveau de la société, puis sur leur importance pour les jeunes enfants, puis les familles. Vient ensuite la formation initiale et continue, puis l'influence des discours dominants qui viennent prendre place. Donc, la formation initiale à laquelle viennent s'ajouter les expériences de socialisation professionnelle, ce qui vient contribuer de façon significative à la construction de l'identité professionnelle. Concernant les discours entendus, notamment en formation initiale, en milieu de stage, lors des expériences de remplacement, on l'a vu un petit peu plus tôt, ils viennent teinter les pensées, les actions et les dires de l'éducatrice. Évidemment, ces discours-là peuvent s'avérer contradictoires, puis amener à réaliser, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il existe différentes approches et pratiques qui peuvent coexister en tension. C'est ainsi que, confrontés aux différents milieux, au contact avec les milieux, les individus peuvent vivre des situations d'échec, mais aussi des situations de succès, puis des expériences marquantes qui vont venir façonner leur identité professionnelle. Enfin, McCormick ajoute que pour favoriser une identité professionnelle, on devrait professionnaliser la main-d'œuvre en petite enfance. Donc, cette professionnalisation-là passerait par la reconnaissance de la spécificité du travail d'éducatrice ou d'éducateur à la petite enfance qui vient
lequel implique en fait d'importantes responsabilités, puis le maintien de hauts standards puis de normes de qualité légiférées. Donc, différents éléments pourraient venir contribuer, notamment le soutien de la pratique, une formation initiale vraiment complète, puis le développement professionnel et la pratique réflexive. Donc, il serait important pour favoriser le sentiment d'identité professionnelle, de miser sur une identité collective. Cette identité collective-là compte sur l'importance de reconnaître puis de valoriser le travail de chacune des professionnels de la petite enfance, mais aussi de promouvoir un système éducatif compétent qui permette d'assurer une éducation de qualité puis de défendre les droits des enfants. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour dresser un portrait résumé, court de cette question-là, parce qu'on va dire éthique du care en petite enfance. Ça aurait juste pu être très long de faire juste éthique du care. C'est un sujet qui est très, très large, qui est pris par de nombreux théoriciens et philosophes, mais je vais essayer de résumer le plus possible. En fait, c'est ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui, c'est de résumer la chose. L'éthique du care, d'abord, partons dans le haut de l'entonnoir. L'éthique du care, d'abord, ça part de la prémisse. Puis on l'a bien vu avec la pandémie, c'est un bel exemple qui est venu, dans le fond, mettre en lumière l'état, la condition humaine qui se base sur un état de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on est dépendant des uns des autres. L'être humain est un être grégaire, en groupe. Notre condition humaine repose sur le fait qu'on compte sur les autres. En fait, on a vraiment besoin des autres pour fonctionner en société. J'écoutais un podcast même d'une chercheuse qui disait le paradigme de ça, c'est dans notre société, on a vraiment l'impression que dans le fond, d'accéder à l'individu autonome, hein, cette vision-là qu'on se fait de l'individu qui a besoin de rien, le self-achieve, la personne qui s'est auto-réalisée, puis on va imaginer, c'est ça le paradigme de la personne qui est très, très riche, puis que finalement, il y a des personnes pour prendre soin de plein d'aspects de sa vie. Hein. Il y a la personne qui vient faire le ménage chez elle, il y a la personne qui prend soin qui est son assistant, qui fait de l'assistanat pour les courriels. Donc, il y a la personne qui va aller prendre soin de lui avec les massages, avec la cuisine. Ça, c'est la personne qui est très, très riche. Puis c'est un paradigme parce qu'en fait, dans notre idée de la personne dépendante, ça va être la personne sur le bien-être social, qui, dans le fond, cette personne-là est dans les plus isolés de la société. Bon, voilà pour le petit aparté pour venir exemplifier vraiment cet état-là de dépendance qui, dans le fond, qui est vraiment, qu'on va dire comme un aspect fondamental de l'expérience humaine, d'être dépendants les uns des autres, interdépendants en fait, puis que c'est dans notre société actuelle, dans la société libérale, néolibérale, que c'est un concept qu'on va rejeter, hein, qui est beaucoup rejeté dans les discours en fait, d'aller dire que vraiment chaque individu est maître de sa destinée, mais ça exclut totalement cette idée d'interdépendance aux autres. Donc, si on parle des jeunes enfants, je vais faire un petit saut vers les petits, on va vraiment avoir un discours culturellement parlant très, très axé sur l'autonomisation de ces tout-petits-là, des enfants, parce qu'on va voir l'état de dépendance des fois comme une limite, en fait. Une limite contraignante. Donc, quand on voit l'enfant qui s'autonomise, on va valoriser beaucoup, beaucoup dans les discours qu'on a. Ensuite, j'ai mes petites notes ici parce que j'ai à l'écran. Donc, voilà, ça, c'est pour l'État. Ça, c'est vraiment la prémisse de la question du care. Juste dire que c'est tout récent, en fait, en français au Québec, il y a Bourgault, Godet et Cloutier qui ont vraiment théorisé en français. Ils ont vraiment repris ces concepts-là pour en discuter dans un ouvrage qui date de 2020. Donc, c'est vraiment pour dire que puisque l'être humain est un être grégaire, on doit passer par les relations pour s'adresser un à l'autre, pour comprendre le prisme de la vie en collectivité. Maintenant, sur qu'est-ce que ça veut dire, le care qu'on va traduire, mais qu'on ne traduira pas. En fait, on va l'expliquer, mais on ne le traduira pas parce qu'il est multisens. J'ai un blanc de mémoire multisémantique.
Donc, il y a plusieurs sens. Parce qu'en anglais, en fait, c'est l'avantage qui va aller regrouper beaucoup de concepts qui veulent vraiment dire ce qu'on veut. Donc, to take care of, hein, on veut prendre soin de, to care about, le souci de, caring for, on va aller aussi se soucier dans le sens de sollicitude, d'hospitalité aussi qui va être traduit. Il y en a qui vont aller élargir le spectre pour parler du don aussi, pour donner de don de soi, don. Donc, ça, c'est pour la définition, puis c'est aussi pour ça qu'on ne la traduit pas. Puis là, ben, si on lit ce que Toronto a écrit, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup écrit là-dessus, puis qui d'ailleurs qui a republié en 2020. Elle va dire, de manière générale, le care peut être considéré comme toutes les activités de la société là, qui contribuent à maintenir, continuer et réparer notre monde pour que nous puissions y vivre le mieux possible. Ce monde inclut nos corps, nous-mêmes, notre environnement, qui s'entremêlent dans une toile complexe. Donc, voilà, c'est ça, dans le fond, ce postulat-là, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient quand même se buter à la tradition libérale dans laquelle on vit. C'est Toronto qui va dire, ben, au-delà de dire qu'on est dans une société de droit, on est aussi dans une société de besoins et de responsabilités, les uns face aux autres. Puis, historiquement, tout ce soin-là, le prendre soin, le concept du care, il a été historiquement répandu par les femmes, par la mère dans la société. Donc, c'est vraiment de là qu'on parle, c'est pour ça qu'on va aller l'appuyer sur une perspective féministe. Puis, il y a eu à travers les âges un évitement de la prise en charge sociétale de ce postulat-là, du care, qu'on doit prendre soin les uns des autres. Donc, il y a eu un évitement historiquement, puis on arrive dans des années qui se rapprochent, plein d'avancées, mais on a encore appuyé sur une tradition libérale qui évacue cette question-là. Donc, maintenant, si on se rapproche dans l'entonnoir de pourquoi l'éthique du care en petite enfance, bien d'abord parce qu'on prend soin en petite enfance, évidemment, mais c'est d'aller dire, dans le fond, qu'on peut en voir facilement des effets dans notre société actuelle, dans les discours, hein, vraiment, si on fait des liens avec la présentation précédente de Nancy, des discours qu'on porte sur la vision qu'on a de la petite enfance. On va beaucoup avoir la perspective, une perspective très positiviste, une perspective qui va même amener d'une manière technocrate de voir l'éducation à la petite enfance bureaucratique. Puis vraiment dans les discours, dans les textes, toute cette idée-là de prendre soin a été beaucoup évacuée. Et ça vient se coller avec le désir de reconnaissance professionnelle, comme c'était amené aussi, de reconnaissance de l'externe, là, les nous qu'on parlait tantôt. Dans le fond, sur la place publique, quel effet ça a, cette évacuation-là du prendre soin sur l'idée qu'on se fait de la profession en petite enfance? Donc, il y a vraiment on voit à travers le monde une disparition dans les textes, dans les ouvrages, du prendre soin, du care. On voit vraiment cette disparition-là. On l'a également ici au Québec. Hein, je regardais la dernière, pour venir imager en fait mon propos, je suis allée regarder la dernière campagne qui avait été faite là, du gouvernement du Québec pour attirer de nouvelles éducatrices. Hein. On ne peut pas être plus à propos que ça. Puis, vraiment, l'idée de prendre soin n'était pas là. On est vraiment dans la perspective développementale de l'enfant qui va avoir des gains développementaux pour sa réussite scolaire, pour être un citoyen qui va rentrer dans l'espace économique futur. Donc, le bien-être aujourd'hui, maintenant, est dans le discours qu'on entend, dans cette idée de recrutement, bien, il est évacué, en fait. Il y a un autre auteur qui dit on va aussi aller évacuer toute la question du dirty work. Je ne sais pas si on pourrait le traduire par les tâches sales ou les tâches qu'on va considérer comme ingrates, mais oui, c'est ça, les tâches ingrates sales. Changer les couches, nettoyer les bols de toilette parce que ça a coulé. Je suis une ancienne éducatrice, je pourrais vous faire une liste vraiment longue de choses qu'on fait qui sont sales. Puis aussi, on a toute cette idée-là on va racheter le mot éducatif, hein? Donc, les choses sont éducatives et sont éducatives parce qu'on doit avoir des outcomes. Hein? Il y a des résultats qui sont attendus de notre vision de ce que doit être la petite enfance.
Puis pourquoi une éthique du care en petite enfance aussi? Parce que de réfléchir à l'éthique du care de manière générale, mais aussi en petite enfance, c'est une occasion pour réfléchir aux oppressions liées à la division genrée du travail, hein, qui est très, très présente aussi dans le milieu de l'éducation à la petite enfance. C'est un travail majoritairement féminin, comme on le disait tantôt. Donc voilà, c'était comme en gros, là, pourquoi une éthique du care? Ben, c'est une occasion de se questionner avec nos liens avec l'identité professionnelle. Comment se définissent les éducatrices? Parce qu'il y a un discours, mais il y a aussi les tâches qui sont réelles, les tâches de prendre soin dans le quotidien. Comme piste de solution, il y a l'idée de valoriser le care, hein, de valoriser cette idée-là de prendre soin. Je vais arriver tantôt avec les risques, les dangers qu'on peut encourir. Mais dans l'idée de prendre soin, il y a des auteurs qui ont écrit à partir de dire que, dans le fond, la fondation de l'éducatif, la fondation de cette pédagogie-là, c'est par le care, en fait. C'est que ça en fait partie. Il y a l'expression qu'on va beaucoup, beaucoup voir dans les textes en anglais, là, ECEC, là, Early Childhood Education and Care, comme que c'est quelque chose qui est à côté. Puis, il y a beaucoup de théoriciens qui disent, bien, si on veut le revaloriser, c'est qu'on doit comprendre que ça en fait partie. C'est par des gestes de soins qu'on va amener une perspective. L'éducation va passer par ces soins-là. D'où les termes educare, la pédagogie de compassion, qu'on pourrait dire, et la pédagogie aussi relationnelle qui a été amenée. Donc, de recentrer notre discours, de recentrer les énergies sur la question relationnelle. Hein. Il y a une relation de la personne qui donne les soins, mais aussi celle qui donne les soins, qui reçoit les soins, c'est-à-dire les enfants. Pour dire qu'il y a quand même dans cette idée de revalorisation, dans le programme Accueillir la petite enfance, il y a cette idée-là quand même qui est apportée quand on va beaucoup toucher la question de l'attachement. Hein, dans la section sur l'attachement dans le programme éducatif du Québec, on a quand même des perches qui nous sont tendues à ce niveau-là. Ce n'est pas celle qu'on entend généralement, par contre, dans le discours. Hein, on va beaucoup, beaucoup parler de... les éducatrices vont se définir en disant, sur la place publique, en disant, nous, on est des spécialistes du développement des enfants. En évacuant quand même cette idée-là de dire, on en prend soin, on fait du dirty work aussi. Ensuite, il y a, quand on va parler du relationnel, c'est de mettre au centre, dans le fond, dans nos solutions qu'on a au centre des pédagogies, la question de l'écoute, une pédagogie de l'écoute, de l'attention, de la réceptivité, d'avoir tout un discours qui parle de notre relation aux autres, à l'environnement, puis de la relation en symbiose que l'environnement et les autres ont. Il y a deux parties à la relation. Donc, c'est ce que les théoriciens vont venir nous dire sur comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là. De manière plus large aussi, il y a de considérer le care comme n'étant pas quelque chose qui appartient au domaine privé. Le care, c'est vu, étant donné que si on dit que c'est la base de notre fondation sociétale, ça n'appartient pas qu'au privé, qu'à la sphère familiale qui a besoin de faire garder ses enfants. Ça appartient aussi à la société de prendre soin des enfants qui sont des êtres plus vulnérables, en fait, qui ont moins d'autonomie, comme c'est compris. Donc, c'est aussi une opportunité de, comme je le disais tantôt, de faire valoir la question des injustices, puis c'est vraiment un discours qui va aller se porter sur les strates les plus vulnérables de la société, parce que si on se met à dire tout le monde doit prendre soin de tout le monde, c'est la base de notre société, on va aller attirer l'attention là-dessus. Là, sur cette question-là, les risques à considérer, les débats qu'il y a à avoir là-dessus, j'en mets quelques-uns seulement, parce que les édiciens du care, il y a vraiment... si vous saviez. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Mais vraiment, j'ai essayé de focusser sur la question de, quand on va parler d'éthique du care en petite enfance. Donc, il y a, on l'a nommé tantôt, l'idée du maternage, hein, l'idée d'avoir un discours, de remettre une espèce de faux sentiment, de sentiment factice, d'une nostalgie qui existait de la bonne mère au foyer, qui s'occupait donc bien de ses enfants. Donc, tu sais, si on porte un discours en ne faisant pas attention aux mots qui vont être utilisés, puis on dit hey, c'est important de prendre soin, puis les éducatrices, elles s'occupent donc bien des tout-petits, puis juste en mettant cet aspect-là de l'avant, mais il y a vraiment un risque
de porter un discours qui va nous amener vers un maternalisme, maternage idéalisé. Donc, le carré, la bonne mère au foyer, là, ça, c'est moi qui l'ai ajouté parce que c'est vraiment ça que Halewood exprimait, en fait. Puis ensuite, un risque qui est bien réel aussi. Si on dit que ça passe par le relationnel, hein, on l'a dit tantôt, le care, ça passe par le relationnel. Bien, il y a un danger, on est dans une société qui va aller beaucoup sur-spécialiser les tâches. Puis, il y a vraiment un danger d'aller mettre des sous-tâches dans ce relationnel-là, dans ce prendre soin-là. Puis, dans le fond, on va encore recréer, si on est dans une perspective de reproduction sociale, il y a vraiment un risque d'aller reproduire des chaînes dans l'éducation de la petite enfance, de celles qui vont faire le travail sale, les sous-tâches. Hein, en fait, un des bons exemples, c'est en France, là, les ATSEM, qui vont vraiment être comme les assistantes, les aides éducatrices qui vont s'occuper d'amener les enfants à la toilette, de changer les couches, de nettoyer les tout-petits, tandis qu'on va avoir l'éducatrice principale qui est vraiment plus dans la tâche éducative. Donc, il y a vraiment cette risque de division-là du travail qu'il faut bien avoir en tête, hein, l'idée de l'aide éducatrice. Si on veut revaloriser le care, c'est plus de manière qui est globale. Puis, il y a aussi un risque de comprendre quand on va dire le care, to care about. Il y a vraiment une idée, il faut faire attention à l'idée que care, ça pourrait être vu comme une attitude vraiment paternaliste, à la Trump un peu. Là, il faut protéger les êtres vulnérables de notre société, tandis que la réponse à ça, c'est de dire, ben non, c'est plus une question relationnelle. On n'est pas dans une perspective paternaliste. Puis aussi, de manière générale, là, un risque à considérer pour le care, mais pas juste en petite enfance, qui est vraiment comme débattu au niveau des éthiciens du care. C'est un débat qui est autour de la marchandisation du travail du care. Est-ce que ça doit être des choses qui sont rémunérées, tandis que est-ce qu'on veut soumettre ces relations-là à une logique de libre marché, tandis que l'éthique du care au complet nous amène à reconsidérer la tradition libérale du libre marché, finalement. Donc, puis finalement, c'est aussi de dire, bien, on est dans une tradition libérale de libre marché, puis on a besoin aussi de rémunérer nos personnes les plus vulnérables. En conclusion, c'est de dire, tu sais, dans les discours qu'on porte en petite enfance, sur le travail des éducatrices, on a beaucoup, avec la loi 143, avec le projet de loi 1 qu'on a en ce moment, on a ajouté le « et », hein, le « e » accent aigu pour dire que les responsables de services de garde en milieu familial, c'est des responsables de services de garde éducatifs. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le paysage qui amènent les éducatrices à dire « oui, ben nous, on fait des portraits du développement des enfants, donc un niveau de technicité accru. » Hein, tout le langage autour de la qualité qui est très positiviste. Est-ce qu'on évacue finalement la question que quand les éducatrices ont dit « Pourquoi tu es allée faire ce job-là? » Bien, la réponse qu'elles nous disent d'habitude, c'est « C'est parce que j'aime les enfants. » Donc, comment est-ce qu'on peut promouvoir, porter un discours qui en prend compte? C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Annie-Claude. Il y a un échange avec des questions qui sont prévues pour qu'on puisse échanger autour de ces débats-là. En fait, ce sont des enjeux, des débats très intéressants que vous venez de soulever cet après-midi, mesdames. Alors, la question s'adresse à l'auditoire, les gens qui sont encore avec nous. Donc, selon vous, quels sont les principaux enjeux de l'identité professionnelle en éducation à la petite enfance? Et qu'est-ce qui peut contribuer de façon réaliste à l'identité professionnelle en éducation de la petite enfance? Que diriez-vous s'il était proposé de réfléchir à une identité professionnelle partagée entre plusieurs professions qui inclut l'éducation et les soins des jeunes enfants, soit les REGE, les éducatrices en CPE, les éducatrices en service de garde en milieu scolaire, les enseignantes en éducation préscolaire, les techniciennes en éducation spécialisée, etc., etc., etc. En fait, je suis arrivée pour Annie-Claude Fournier, puis
Puis j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé la présentation. Ça m'a vraiment ouvert les ornières. Les ornières, il fallait que je le dise. Moi, je travaille dans le milieu syndical avec des éducatrices en milieu familial et en CPE. Et c'est vrai qu'on ne parle plus tellement du care parce qu'on a tendance à opposer garde et éducation. Et puis, le fait de parler de services éducatifs, on met beaucoup d'accent là-dessus. Et c'est une façon aussi de valoriser, de reconnaître un peu le travail, la profession finalement d'éducatrice en l'opposant au terme garde. Mais c'est peut-être un problème de sémantique parce que le care, on n'a pas de mot en français. Il faudrait comme trouver quelque chose de plus punché que de prendre soin. Moi, je pense que j'ai une réaction un peu semblable. Là. J'ai l'impression, je vais dire, je suis un peu flabbergastée parce que je suis moi-même éducatrice. Puis, je m'implique beaucoup dans le mouvement Valorisons ma profession. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais c'est un mouvement citoyen d'éducatrice, tout ça pour justement valoriser la profession d'éducatrice. Et je n'avais jamais pensé à cet aspect-là, le côté du care. Et ben oui, c'est quelque chose qui est gros, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Et c'est par le care, c'est par les soins qu'on amène justement, tu sais, tu l'as dit, le lien d'attachement, je n'ai rien à vous apprendre dans tout ça. Mais est-ce qu'on sait pourquoi, c'est une question aussi, puis un commentaire, mais est-ce qu'on sait pourquoi justement tout le care, il est balancé, il est mis de côté? Qu'est-ce qui se passe qu'on ne veut plus en parler? C'est-tu parce que je ne sais pas, je suis curieuse de voir, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez recherché, vous avez une réponse à ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on évacue le care? Bien, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs hypothèses, mais une de celles auxquelles on peut réfléchir, c'est que pour promouvoir le réseau, historiquement, quand on a eu à promouvoir l'importance de la petite enfance, parce qu'on est dans la société dans laquelle on a eu besoin d'arguments économiques. On a eu besoin de montrer, d'aller chercher ces grosses études-là américaines, celles pour dire que tel nombre de dollars, ça fait tel nombre d'argent plus tard. Ces longues études longitudinales qui nous ont permis d'appuyer notre propos parce que c'est ça le discours qui est entendu sur l'espace public. Il y a eu l'autre étude sur la prison aussi, là, la criminalité des enfants, l'autre étude longitudinale dont j'oublie les noms. Là. Mais c'est quelque chose qui a vraiment aidé à porter le discours puis à faire valoir le discours, en fait, c'était ça la pierre d'ancrage. En fait, très rapidement, c'est sûr que les réflexions d'Annie-Claude, on en a discuté souvent, Annie-Claude. Et c'est aussi que le bien-être de l'enfant, santé, sécurité, bien-être, c'est la chose la plus importante. Oui, après ça, on accompagne l'enfant dans son développement, mais si le bien-être n'est pas là, si la relation avec la personne qui prend soin de lui n'est pas là, bien, tous les autres aspects du travail du personnel éducateur vont être vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Puis c'est une bonne réflexion de le remettre de l'avant, puis de se dire comment on reconnaît notre capacité, la capacité des éducatrices, des RGE, d'assurer ce bien-être-là, puis ça se fait à travers des gestes de prendre soin ou de care aussi. Donc, merci beaucoup, Annie-Claude. Je viens je viens du milieu scolaire, en fait. Je suis enseignante de formation, fait que j'ai pas autant d'expérience que plusieurs d'entre vous avez au niveau des centres de la petite enfance ou d'autres services éducatifs à l'enfance. Puis, je trouve ça intéressant comme question à savoir quels sont les enjeux de l'identité professionnelle parce que pour avoir discuté avec plusieurs éducatrices, elles-mêmes, leur identité professionnelle semble assez bien c'est clair pour elles. Moi, je prends soin de l'enfant, je l'amène à faire des découvertes, à faire des apprentissages. Ce qui ne semble pas être clair, c'est plutôt la perception que la société a de cette identité professionnelle-là. C'est pas tant les éducatrices qui sont comme, je sers à quoi, moi, dans la vie? C'est plus les parents. Est-ce que, ils font-ils une différence entre une gardienne, une éducatrice, une enseignante? Puis, on y va typiquement avec l'échelle. Fait que j'ai l'impression que, pour changer ça, c'est pas un changement chez les éducatrices que ça prend, c'est plutôt un changement de la société qu'on doit partager quelles sont les tâches que les éducatrices réalisent à tous les jours, puis valoriser ces tâches-là nécessairement. Puis, je trouve ça intéressant de réfléchir à une identité professionnelle partagée, mais traditionnellement, dans la société, on a mis beaucoup des barrières ou des étapes, des échelles entre justement les différents corps de métier, puis c'est drôle parce qu'on pourrait dire, les enseignantes disent « Ah ouais, mais moi, je ne suis pas une éducatrice », autant que les éducatrices diraient « Ouais, mais moi, je ne suis pas une gardienne ». Puis pourtant, on voit quand même
sais, rendue éducatrice et maternelle, et enseignante à la maternelle, on voit, pour avoir été dans le milieu, on ne voit pas vraiment de différence dans les groupes de 4-5 ans. Fait qu'il y a quand même une grosse perception générale, je trouve, qui reste à changer ou à réorienter peut-être un peu. C'était pour répondre un petit peu à la question pourquoi on a évacué le CARE. Je pense que en effet, c'est la base, puis c'est vraiment enseigné. Là, la relation affective significative, c'est la base, c'est ce qui va être développé pour favoriser le développement, pour favoriser l'apprentissage de l'enfant. Je pense qu'une théorie purement anecdotique, c'est que souvent les étudiantes ou les éducatrices dans le milieu se font dire pourquoi tu as cette formation-là, c'est quoi la différence entre toi et une mère? N'importe qui peut s'occuper des enfants, n'importe qui peut donner de l'affection. Il y a beaucoup de personnes et je pense que ça a été fait un petit peu dans le but de professionnaliser. Mais bien sûr, à la base, au niveau de l'enseignement, c'est toujours prioritaire la relation affective significative, puis on fait vraiment des liens. Mais c'était c'est vraiment juste une hypothèse de pourquoi ça a été un petit peu plus évacué, mais c'est sûr que la valorisation du CARE doit toujours être là, de la relation affective significative. J'entends depuis ce matin souvent des réflexions sur la perception des éducatrices dans la société, puis on a l'impression que le rôle éducatif ou professionnel des éducatrices n'est pas reconnu à sa juste valeur, et c'est sans doute le cas. Par contre, je voulais apporter des données qu'on a été collectées auprès de 1000 Québécois en avril 2021 pour connaître la perception que la société avait des éducatrices là, dans le cadre des travaux qui avaient cours à cette époque-là. Puis, je trouvais ça intéressant de vous partager que 90% des Québécois ont une impression positive des éducateurs et des éducatrices à la petite enfance à un niveau qui est similaire aux enseignants primaires, secondaires. La seule profession qu'on a comparée qui était supérieure, c'était les infirmières. Puis dans un contexte pandémique, on peut se l'expliquer. Les journalistes, les policiers, tout ça cotaient beaucoup moins fort que les éducatrices là, dans les perceptions positives. Également, 67% des Québécois interrogés reconnaissaient que les éducatrices avaient un impact très important sur le développement des enfants et 66% aussi savaient qu'une formation collégiale de niveau DEC était nécessaire pour faire le métier ou que ça prenait une formation collégiale pour être éducateur, éducatrice. Donc, je pense qu'à un certain point, on va se demander est-ce que la profession n'est pas reconnue ou si oui, c'est quoi les leviers, c'est quoi les éléments sur lesquels il faut insister? Parce que, somme toute, j'ai l'impression que la perception de la profession d'éducatrice a beaucoup cheminé au cours des dernières années, mais qu'il reste quand même cette perception-là qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, que les éléments qu'on veut mettre en lumière ne sont pas reconnus. Donc, je voulais juste ajouter ça à l'équation, dans le fond. Puis peut-être ajouter une question que je me pose parce que je me dis, c'est quoi les lieux qu'on a pour que justement la réalisation de l'identité professionnelle ou le cheminement sur son identité professionnelle comme éducatrice ou éducateur chemine? Parce que je pense qu'au final, c'est quelque chose qui se définit par rapport à soi, par rapport aux autres, c'est ce que j'entendais. Et dans l'expérience, dans le cadre de l'expérience, c'est ça, exact. On entend beaucoup ça, oui. Et comment créer davantage de ces lieux-là pour que ce cheminement-là ou cette réflexion-là puisse avoir lieu? Moi, je n'ai pas trop de commentaires, mais parce que ça me fait penser en vous écoutant, surtout sur le CARE, au document qui avait été publié par l'Organisation internationale du travail, prendre soin d'autrui, un travail et des emplois pour l'avenir d'un travail décent. Et là, c'est certain qu'eux autres, l'Organisation internationale du travail, c'est d'une perspective mondiale, mais quand même, sur la notion du CARE, ils démontraient économiquement qu'il fallait reconnaître le CARE, parce que justement, le CARE, à la base, prendre soin d'eux, mais ça fait partie de l'économie et il démontrait aussi qu'en reconnaissant le travail des femmes qui prennent soin d'eux, en reconnaissant le CARE, que l'économie s'améliorait, parce que les femmes, entre autres, avaient des meilleurs salaires, parce que les femmes qui prennent soin d'eux, les travailleuses qui prennent soin d'eux, offrent aussi aux femmes qui travaillent dans d'autres domaines la possibilité de progresser dans leur carrière, etc., etc. Donc, moi, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais je vais vous le mettre dans le chat parce que je trouve que ce document-là de l'Organisation internationale du travail, moi, me parlait vraiment beaucoup sur l'importance du CARE dans l'économie, puis l'importance de reconnaître le travail de toute personne qui travaille dans le CARE. Là. Et je trouvais que le document nous démontrait économiquement
toute l'importance économique. Il nous démontrait justement l'importance économique du care dans la société. Je vais vous le mettre dans le chat, mais en tout cas, moi, je suis vraiment bien contente de toutes les présentations aujourd'hui. Ça me fait vraiment beaucoup réfléchir là, pour mes projets de recherche et même au niveau du répit, entre autres, pour les travailleurs du répit, ça nous fait réfléchir. On arrive à la fin de la période qui a été impartie à cet échange-là, à cette discussion-là.